Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Nous serions tous de plus en plus addicts à la faute aux réseaux sociaux et autres nouvelles technologies. Et pourtant, notre invité Laurent Carilla nous rappelle que l'addiction, c'est quelque chose qui fait souffrir. Alors, si on aime s'adonner à notre passe-temps favori et qu'on n'en souffre pas, eh bien, il ne s'agit pas d'addiction, mais juste d'une passion plus ou moins dévorante. C'est bien quand même de temps en temps de rappeler les choses. Eh bien, je vous propose avec lui qu'on se penche plus particulièrement sur l'addiction au porno, parce que le porno est de plus en plus décrié, et avec justement pour argument, quand on regarde du porno, on devient forcément addict. Alors évidemment c'est faux, mais quelle est la limite? À partir de quand peut-on parler d'addiction à la pornographie, et quels sont les dangers d'en regarder beaucoup? On va en parler avec vous, comme on pourra aussi aborder les fous du sexe, vous savez, ceux qui ont besoin de se masturber plusieurs fois par jour ou d'avoir une multitude de partenaires. À partir de quand peut-on considérer que c'est ennuyeux? Peut-être quand on commence à avoir des ampoules au niveau des mains, je sais pas. En tout cas, on va parler de tout ça, et si c'est votre partenaire qui est très très addict et que vous avez besoin de conseils, Laurent Carilla pourra évidemment vous en donner. Notre numéro, vous le connaissez, 0826 300 300. Bonjour Laurent Carilla. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Je suis addict à vous, Brigitte. Oui, bien sûr, mais moi aussi. Hein. Mais on ne se voit pas assez souvent pour que ce soit vraiment une addiction. Oui, mais j'ai un syndrome de sevrage qui est dur quand je vous vois pas, et là quand je vous revois, c'est reparti. C'est reparti. Bon, très bien. En tout cas, vous êtes médecin, vous êtes spécialisé dans l'addiction depuis très longtemps. Vous êtes un des premiers à avoir évoqué l'addiction. Vous avez écrit différents livres. Vous avez même édité un podcast qui marche très bien, Addiction. Avec un K. Avec un K, hein, bien sûr. Et surtout, vous avez écrit un livre là récemment sur le plaisir. Hein, et je crois que c'est important de rappeler que le plaisir, il en faut, c'est bien. C'est notre moteur. C'est notre moteur. Et ouais, le livre, il s'appelle Docteur addict ou pas, parce que c'est une question qu'on me pose en consultation, mais en fait, ce livre, c'est pas un livre sur les addictions, c'est un livre sur notre plaisir, nos comportements habituels, comment ils peuvent basculer pour certains, quoi. Et c'est vrai qu'on parle de plus en plus d'addiction, et on oublie tout simplement une chose, c'est que le plaisir, ça fabrique de la dopamine. Ouais, tout à fait. Et si on n'en abuse pas, on devient pas addict, quoi. Tout à fait. Non, il y a plein de facteurs sous-jacents, plein de facteurs de vulnérabilité personnelle. Tout le monde ne va pas être malade, heureusement. Et puis ceux qui sont malades, il faut les aider. Et il faut aider l'entourage aussi. Oui, il faut aider l'entourage aussi. Vous le dites souvent, quand on sombre dans l'addiction, c'est parce que quelque part on a une vulnérabilité. Il y a plein de racines, plein de racines touchées, quoi. Donc il n'y a pas un seul facteur qui explique la maladie. C'est comme pour toutes les maladies, en fait. Il y a plein de facteurs, et en fait il faut aller les explorer, parce que traiter que le problème de drogue, d'alcool, de tabac ou de comportement, vous voyez, vous le traitez, si vous ne traitez pas ce qu'il y a en dessous, ça revient. On sait, oui, quand on arrive à traiter un symptôme, il y en a un autre qui arrive. Exactement. Si on n'a pas justement tué la racine. Il faut les racines, ouais. Bon, et puis la pornographie, j'ai eu envie qu'on revienne un peu là-dessus, parce que je ne sais pas si vous avez entendu récemment, on entendait sans arrêt que la pornographie c'est mauvais pour nous, c'est pas bien pour le couple, c'est pas bien pour notre sexualité, et surtout j'ai dû même faire un débat avec quelqu'un qui était persuadé que dès qu'on regarde de la pornographie, on devient addict. Mais c'était un débat la personne en face était archaïque, non? Je ne connais rien de sa sexualité, mais je pense qu'elle ne doit pas être très très au fait de tout ça. Bref. Non, la pornographie, c'est dangereux pour les ados. Mais ils le regardent quand même. Et les enfants. Les très jeunes, oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. Non, mais ça, on est d'accord. Mais les ados, faut arrêter de se leurrer. Je veux dire, les ados, il y a plus de 50% des ados qui vont voir les sites pornographiques en streaming pour voir ce qui se passe, quoi. Il n'y a pas assez d'éducation sexuelle dans les cours, et puis il n'y a pas assez d'éléments les parents parlent peu avec leurs enfants de ces éléments-là, etc. Donc ils vont voir. Hein. Et surtout, il y a rien entre, j'allais dire, les bisounours et la pornographie, quoi. Exactement, c'est ce que je voulais, c'est ça. Et surtout maintenant, les ados, ils vont même pas sur des sites porno ciblés, ils vont sur les réseaux sociaux.
où c'est accessible. Bon, et à partir de quand on peut considérer qu'on est addict, ou en tout cas qu'il faut tirer la sonnette d'alarme? Ouais, c'est mon moyen mnémotechnique, les 5 C pendant 12 mois. Donc 5 fois la lettre C, c'est des symptômes. On perd contrôle, premier C. Deuxième C, on a un usage compulsif du comportement du produit. Troisième C, on a un usage continu qui est assez régulier. Quatrième C, c'est un mot anglais, ça s'appelle craving, c'est l'envie irrépressible d'y aller. Et le dernier C, il y a des conséquences sur notre vie. Quand on a tout cessé pendant au moins 1 an, on est dans l'addiction. Voilà. Il faut cesser, exactement. Ça, c'est bien ça. C'est pas mal comme c'est un bon gimmick, ça. Symbole mnémotechnique. Je vous adore, Brigitte. Oui, non, mais c'est important de le rappeler, parce qu'après tout, on peut regarder de la pornographie tous les soirs avant de s'endormir. Vous pouvez avoir... Ouais, c'est ça, c'est que s'il n'y a pas de conséquences, si c'est pas chronophage, c'est pas très grave, quoi, en fait. Oui, et d'autant plus que pour la santé, ça n'a pas d'effet secondaire comme l'alcool, la drogue et la cigarette. C'est justement, après, quand vous avez un usage problématique de pornographie, il y a le mot, quoi. S'il y a un problème. Donc voilà, c'est si, je sais pas, vous avez une mauvaise nouvelle au travail et vous dites, je vais voir du porno. Est-ce que vous avez une bonne nouvelle? Je vais aller voir du porno. Ça va me prendre 3 heures. Moi, je soigne plutôt des patients qui consomment le porno comme ça, c'est-à-dire très chronophages. Ça les empêche de bosser. Ils sont en retard au travail. Ils mettent leur vie de couple de côté, etc., etc. Donc, mais voilà, alors, je vous provoque pas parce que vous êtes très à l'aise avec tout ça, Laurent Carilla. Mais à la limite, est-ce que c'est plus grave de regarder pendant 3 heures du porno que d'être 3 heures sur son téléphone à regarder YouTube et je ne sais quelle autre connerie? Moi, c'est pas l'idée de gravité, Brigitte, c'est plutôt l'idée de... Si on utilise un support comme ça qui est plaisant, je veux dire, voir de la pornographie, quand on est adulte, voir de la pornographie, c'est un truc qui est gratifiant, on va se faire plaisir, on peut être tout seul ou à 2, ou même à plein. Mais on peut le voir pendant 1 heure, 2 heures, ok. Mais l'idée, c'est, si vous l'utilisez comme un anxiolytique ou comme un antidépresseur ou comme un hypnotique, vous voyez, la personne, j'ai des gens qui me disent, moi, j'arrive pas à dormir, je vais voir du porno, et en fait, ça les excite, en fait. Ça excite leur cerveau, mais ils sont même plus excités. Et on sait que beaucoup de porno, ça altère, même chez les adultes, ça altère la sexualité de couple quand même, standard. Bien sûr, puisque ça nuit à la fantasmatique et finalement on n'est plus... Et il y a quand même un phénomène de tolérance pour les gens qui sont un peu sensibles. Tolérance, c'est-à-dire j'augmente mes doses pour être excité. Et on voit, moi je le vois plutôt chez les patients, ou chez des patientes d'ailleurs, qui me disent, moi il faut que je vois du contenu de plus en plus hardcore, plus en plus trash, pour avoir de l'excitation et pour jouir, et même pas pour jouir, parce qu'il y a aussi des patients qui regardent du porno sans se masturber. Oui. Ce qui est pas, alors que celui qui regarde du porno comme ça de temps en temps, juste pour s'exciter un peu, ça n'a aucune espèce d'importance. Moi, pour moi, il n'y a rien de pathologique. Même je le dis aux gens. Il y a des gens qui viennent me voir en consul pour me dire, docteur, je veux que vous me sevriez en masturbation. Je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. La masturbation, c'est un acte naturel. On peut pas, c'est pas possible. Vous pouvez faire des breaks, mais vous allez reprendre. Parce qu'il y en a qui me disent, ouais, docteur, ça fait 1 mois, je me suis plus masturbé. C'est génial. Ça vous fait du bien et tout. Mais c'est génial, ça va revenir. Non, mais ça va revenir si ça leur fait plaisir. Et il y en a, je leur dis, mais c'est pas grave si vous voyez du porno 2 fois 10 minutes par jour, quoi. Oui. Mais c'est vrai que cette question de masturbation, c'est pareil. Où est le problème? Il n'y a pas de problème à la masturbation. Mais il y a des gens qui pensent que c'est sauf si on commence à avoir des ampoules aux mains. Non, ça vous a fait sourire. Après, il y a des mais il y a des masturbateurs compulsifs. C'est une forme d'addiction sexuelle. Mais là, ils sont malades. C'est-à-dire que oui, si au bureau, on est obligé toutes les heures d'aller s'enfermer dans les toilettes pour se masturber, ça pose problème. Même au bureau. Et puis, il peut y avoir des blessures dermatologiques sur le pénis ou sur le clitoris, etc. Bon, on parle de tout ça avec vous, Laurent Carilla, et on va donner la parole peut-être à Patrick dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Moi, je regarde les matchs, je coupe le son de la télé et je mets Sud Radio. Les meilleurs commentateurs, c'est Sud Radio, il n'y a rien à dire. Sud Radio, la radio du rugby. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Laurent Carilla est avec nous, psychiatre et auteur notamment de Docteur Addict ou pas, aux éditions HarperCollins. Et justement, si vous regardez beaucoup de porno, venez nous demander si vous êtes addict ou pas. Et c'est ce que fait Patrick. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Laurent. Bonjour Patrick. Bonjour, oui, donc je regarde beaucoup et depuis longtemps. Et je me retrouve pas du tout blasé du tout, bien au contraire.
contre, par rapport à ce que disait votre invité, effectivement, je me retrouve dans une situation de lassitude dans la vraie vie, quoi, par rapport normé, quoi. C'est-à-dire, vous avez plus trop envie de rencontrer des femmes, c'est ça que vous voulez dire? Alors l'envie, elle est là, c'est pas le problème. Là où se situe le problème, c'est que quand je rencontre une femme dans la vraie vie et qu'on va avancer un peu, et qu'il n'y a pas le côté qu'on peut imaginer de l'excès, j'arrive pas à aller plus loin, quoi. J'ai très peu de rapport avec. Vous vous ennuyez sexuellement avec une femme que vous rencontrez dans la vraie vie? Bien souvent, je passe même pas le pas, en fait. Dès que je une rencontre, ça m'arrive même je suis célibataire depuis 4 ans, de faire venir une femme chez moi et puis il se passe rien. Je suis déjà blasé. D'accord, parce que visiblement, vous avez dans la tête des images de femmes un peu plus sensuelles, plus libres, plus coquines, quoi. C'est ça? Voilà, oui, un échange qui va venir sur l'ultra-sexualisation qu'on a dans la vraie vie. Oui. C'est intéressant ce que nous dit Patrick, justement, hein, Laurent Carilla. Mais justement, quand il y a un peu d'excès, on va dire, de consommation, sans que ça soit pathologique, sans que ça soit maladif, on se fait des filtres, en fait, ça s'appelle des filtres psychiques, où on peut voir des scènes comme ça, vous voyez, des images mentales, des représentations mentales des scènes, donc et ça peut interférer avec la vraie vie. Et aussi, ce qui peut interférer avec la vraie vie, c'est que ce qui se passe dans les films, on le reproduit rarement dans la réalité. Et d'ailleurs, tous les professionnels de l'industrie pour adultes le diront. Je veux dire, ils n'ont pas cette sexualité qu'ils ont dans les films, quoi. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Brigitte, mais en tout cas, évidemment. C'est pas comme ça, c'est pas des litres de sperme, c'est pas. C'est pas des filles qui sont prêtes à tout. C'est pas des filles qui sont prêtes à tout dans tous les sens, vous voyez. Parce que moi j'avais eu le cas d'un patient qui me disait, moi docteur, je peux pas éjaculer comme dans les films. Je lui dis mais c'est pas la réalité, quand on éjacule c'est 1 à 2 millilitres maximum. Donc là ce que vous voyez dans les films c'est des hectolitres de Gaviscon, quoi. Donc c'est un peu du trucage. Et donc il était sorti rassuré. Et après il m'avait renvoyé un message, je l'avais vu, il m'avait dit. Je peux vous donner la recette du faux sperme, hein, si vous voulez. Mais c'est quoi? Souvent c'est du blanc d'œuf avec de la crème, avec du lait en crème, du lait concentré, voilà. Et on mélange ça et puis ça donne l'aspect du sperme. Mais ça l'avait vachement rassuré en fait. Et donc vous voyez et en fait il avait pas trop de problèmes, mais il s'identifiait justement à ce qu'il voyait dans les films. Comme le fait de tenir très très longtemps. Exactement, ça n'existe pas. Dans la vraie vie, c'est... Les études, c'est en moyenne, je crois que c'était 13 minutes en moyenne, mais c'est des études. Oui. Donc, ce qui est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, 13 minutes. Non mais Patrick, ce qu'il y a d'ennuyeux, c'est si ça vous fait souffrir de plus avoir de relations sexuelles avec des femmes et de rester célibataire, déjà. Alors j'ai trouvé un palliatif qui vaut ce qu'il vaut, mais là maintenant je suis très raccord avec des femmes professionnelles. D'accord, qui là vous pouvez leur demander ce que vous voulez, elles sont d'accord. Et ben alors on est sur un sujet où là on vient directement sur la thématique. En fait, je m'occupe d'abord généralement de ces demoiselles et on part dans une complicité. Et donc il m'arrivait même d'avoir des histoires qui ont duré un petit peu. Un peu perturbant encore là aussi également, quoi. Mais on n'est pas dans un modèle. Oui, moi je pense que. En tout cas, si ça vous gêne pas, mais si ça vous gêne un peu cette modalité relationnelle, je pense que vous pouvez aller l'explorer avec quelqu'un. C'est pourquoi. Quand j'ai une relation, on va dire standard entre guillemets avec une partenaire, pourquoi j'arrive pas à aller plus loin, etc. Pourquoi j'ai besoin des représentations pornographiques ou de la sexualité tarifée. Et je critique pas ça, mais c'est ça pour vous, s'il y a des questions à se poser à mon sens. Mais si ça vous pose aucun problème, ça vous pose aucun problème. Mais on a l'impression quand même que ça vous pose un petit problème. Ben oui, c'est vrai que quand je me retrouve avec un ami aller en club et que mais pourquoi en fait la capacité excessive. Enfin oui, je me rends compte que c'est vrai qu'il y a un côté qui est perturbant et que je ne m'explique pas, quoi. Ça, c'est clair. Mais qu'est-ce que vous aimeriez actuellement, par exemple? Qu'est-ce que vous aimeriez dans votre vie sentimentale? Eh ben, j'aimerais bien avoir un vrai rapport avec une fille qui me plaît, mais quand j'ai eu une fille qui me plaît, je ne lui plais pas.
Ça, c'est depuis que je me suis séparé. D'accord. Une fille qui vous plairait, celle qui vous plaise, vous n'arrivez pas à les séduire? Ah, pas du tout. Je suis transparent. J'ai encore eu l'exemple ce week-end. Je crois une petite demoiselle que je trouvais hyper charmante, etc. Je la recroise hier. Je lui dis bonjour. Elle m'a à peine vu. J'étais transparent. Et ça, c'est un exemple, mais genre, c'est ma réalité. Ça, c'est vraiment le quotidien. Oui, mais vous mettez... Faut travailler sur l'estime de vous. C'est plutôt ça. Oui, ou alors vous mettez la barre trop haut. Si vous choisissez des femmes qui sont trop hors de votre portée, il faut baisser un peu vos ambitions. Là, on revient sur le sujet du départ de tout à l'heure. C'est vrai que sur la notion de ce qu'on a dans la vision des films et tout, on choisit des profils qui sont ultra séduisants, quoi. Oui, bien sûr. Quand je me retrouve pour une demoiselle dans le quotidien, effectivement, elle va avoir 25 ans de moins que moi, par exemple. Oui, je comprends bien. Mais encore une fois, Patrick, ce qui pose peut-être problème pour vous, c'est que vous n'avez pas encore compris que la beauté ou le côté sexy d'une femme, c'est pas ça qui fait une bonne compagne pour la vie de tous les jours. Ça peut faire une bonne compagne pour passer un 5 à 7, mais c'est pas forcément ces femmes-là qui feront une bonne compagne pour le quotidien. Donc c'est à vous de savoir aussi est-ce que vraiment vous avez envie de vous investir avec une femme. Je suis pas sûre, moi. Moi, je crois que pour l'instant, vous cherchez plus la galipette, si je puis dire. Peut-être qu'indirectement, je me suis retrouvé à aller dans la facilité avec ces deux sujets qui sont on abordait. Moi, je crois intuitivement comme ça, c'est ce qui me vient. Hein, donc je vous donne l'info. Je crois que vous êtes peut-être pas encore complètement remis de votre rupture il y a 4 ans. Peut-être que quelque part vous n'avez pas encore envie de cette place vide de la remplir avec une autre femme. Disons que c'est vrai qu'on était extrêmement complices et c'est pas la sexualité qui nous a fait se séparer, c'est sûr. Ben oui. Donc peut-être que ça vaudrait le coup en effet d'aller voir quelqu'un et de voir un petit peu comment vous pouvez faire le deuil de cette histoire passée qui est de toute façon qui est finie pour laisser un peu la place libre à une autre femme. Et puis en attendant, je crois qu'il n'y a pas de risque continuer à regarder du porno. Après, je suis obligée de signaler qu'on n'a plus le droit d'aller voir des prostituées. Hein, il y a une loi, mais bon, après, je l'ai dit, hein, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais on va travailler sur le sujet alors. Oui, moi je pense que c'est juste faut explorer. Un problème de deuil qui n'est pas fini. D'accord. Si ça vous gêne, allez-y, travaillez un petit peu. Ça peut se régler assez vite. Hein. D'accord. Merci Patrick. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant avec Hélène aussi qui voudrait évoquer le sujet avec nous. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On continue à évoquer l'addiction au sexe, au porno avec Laurent Carilla qui est avec nous, psychiatre spécialiste de l'addiction et avec son podcast Addiction avec un K. Vous pourrez, si vous avez envie, mieux comprendre de quoi il s'agit. Bonjour Hélène. Oui, bonjour Laurent, bonjour Brigitte. Bonjour Hélène. Toujours très intéressant dès que vous écoutez. Hein. Merci. Voilà. Merci. Brigitte, c'est la meilleure. Oui, c'est vrai, c'est la meilleure, ça c'est clair. C'est clair, je suis bien de votre avis. Eh bien, oui, je voulais témoigner, moi, c'est vrai que je trouve ça triste, mais c'est vrai que les hommes deviennent très tristes face à la sexualité, quoi. Je trouve qu'ils n'ont plus de fantaisie, parce que, effectivement, je pense qu'ils sont beaucoup addicts au porno, quoi. Alors, les gros seins, les grosses fesses, tourne-toi comme ça, mets-toi comme ça, tout ça pour me faire plaisir, et voilà, quoi. Vous voulez dire que vous rencontrez des hommes qui ont tendance à avoir un comportement comme si vous étiez une actrice de porno, quoi. Ouais, tout à fait, oui. Puis j'ai quand même des copains, quand je les entends parler, les hommes, ils n'ont pas beaucoup de considération pour la femme. Et je trouve qu'ils sont pas très joueurs, ils sont pas fantaisistes.
Cela dit, des hommes entre eux qui parlent des femmes, ça a toujours existé. Hein, ça, c'est pas nouveau. Existé, ça, on est d'accord. Quand on les laisse entre eux, et peut-être que les femmes entre elles sont aussi. Bon, les femmes entre elles, vous parlez aussi quand même, hein, non? Non, bien sûr. Oui, alors je dis pas ça pour ça, qu'on parle, oui, ok, mais ils ont très souvent une vision des femmes très limitée, quoi, je trouve. Je trouve ça un peu triste, quoi. Qu'est-ce que vous aimeriez, Hélène, alors? Qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce que j'aimerais? Moi, j'aime bien mais ça se discute, la sexualité, comme dit Brigitte. Bon, quand on rencontre quelqu'un, on connaît pas la personne, donc on est tous différents. Ouais. On a tous des désirs, des particularités. Bon, mais il faut en parler. Mais pour moi, c'est un jeu, la sexualité. C'est pas. Bon, alors moi, je suis pas très au niveau de la pénétration. Je trouve qu'il y a tellement plus de choses intéressantes que. Alors oui, ok, c'est la finalité, ça peut être sympa. Mais avant ça, il y a quand même. Il y a beaucoup d'hommes, dès qu'ils ont le sexe un peu dur, ça y est, quoi. Il faut qu'ils pénètrent. Il faut absolument qu'ils. Voilà, quoi. Je dirais qu'ils fassent la guirlande électrique. Je fais rire des copines, mais même des copains. Il faut qu'ils fassent j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins. Bon, voilà, quoi. C'est toujours très passionnant, quoi. Alors, la question, Hélène, est-ce que c'est le porno qui est responsable? Moi, je suis pas certaine, parce que ce côté droit au but, on l'a toujours connu chez les hommes depuis la nuit des temps. Hein. Oui. Oui, mais souvent quand ils n'arrivent pas justement avec une femme parce qu'ils veulent pas ou en discuter de la sexualité ou souvent, alors bon, c'est peut-être les rencontres que j'ai fait et l'image que paternelle et fraternelle que j'avais, si vous voulez, peut-être que la vie m'a mis les hommes comme ça sur la route. Voilà, donc mais à ce jour, ces hommes-là, je les trouve pas intéressants du tout, quoi. Sexuellement, ils sont pas joueurs, quoi. Mais vous en rencontrez pas de temps en temps un peu plus intéressant? Si, j'ai eu un amant très intéressant, très joueur. Si. Mais c'était quoi joueur alors, Hélène? Ça m'intéresse. Il avait d'autres addictions. C'est quoi joueur? Ouais, il était quoi cet amant? Quelqu'un qui aime jouer avec son sexe, qui aime jouer avec son sexe, avec le sexe de l'autre, la sensualité, se frotter, se caresser, se masser, enfin je sais pas quoi, il y a tellement de choses vachement plus qui amènent effectivement à la finalité, parce que effectivement quand vous jouez un moment à ce jeu-là, évidemment vous avez envie qu'on vous prenne à un moment donné, quoi. D'accord, mais qui est autre chose que le va-et-vient. Le va-et-vient, quoi. On est d'accord. Mais alors vous disiez que celui-là, il était addict alors quand même d'autres choses. Il était addict à d'autres choses, ouais. À quoi? Malheureusement, à la poudre blanche. Ah ouais. Donc bon voilà, donc j'ai quitté la relation parce que pour moi c'était pas possible. Ouais. Mais c'était un excellent amant, oui, ça c'est sûr. Voilà. Elle est canon, Hélène. Et vous n'avez pas eu envie de lui conseiller de se sortir de son addiction? Non. Enfin, si, j'ai essayé, Brigitte, sauf que non, je pense que cet homme-là, et puis il y a encore, bon, enfin voilà quoi, il en a perdu sa maison, il a perdu plein de choses, mais c'est un truc sévère. Ouais. Oui, c'est un addict sévère, ouais. Oui. Donc non. Oui, donc là vous avez raison, sinon il vous entraîne dans sa chute. Ouais, non, j'ai préféré partir, ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, depuis, c'est pas terrible, quoi. Mais qu'est-ce que vous faites alors, Hélène, depuis aujourd'hui? Oh, mais moi je suis la reine de la masturbation, bien évidemment. Et alors vous regardez du porno? Et vous regardez du porno, non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je trouve ça vulgaire. Non, ça m'intéresse pas. Mais il y a différents types de pornographie. Ouais, certainement, mais bon, je vais pas à la recherche. Non, moi je me fais ma séance dans ma tête, mon film, mon petit truc, et puis voilà quoi. Alors, cela étant dit, moi je crois que c'est quand même toujours la meilleure chose, c'est de faire fonctionner son imaginaire érotique. Son imagination, ouais. Absolument. Voilà quoi. À la limite, je vais préférer lire une bande dessinée érotique. Oui. C'est pas plus sympa quoi. C'est très à la mode la bande dessinée, ça y est. C'est devenu... Je n'en ai pas, je n'ai pas de bande dessinée, mais moi comme je suis très imaginative, la bande dessinée je me la fais toute seule dans la tête.
Elle est forte, cette Hélène. Et alors, vous pensez à qui? Vous pensez à quelqu'un que vous avez rencontré dans la journée? Vous pensez à Laurent Carilla ce soir en vous masturbant? Comment vous faites? Non, je peux avoir un amant ou une amante imaginaire, un couple, n'importe quoi. Je me fais... ça vient comme ça, voilà. J'ai pas de choses prédéfinies. Le scénario, quoi. C'est comme ça vient comme ça. Voilà. D'accord. Vous laissez votre imaginaire vous emporter au moment dès le début de votre masturbation. Et... C'est ça. Et c'est bien, c'est la meilleure solution. Voilà. Parce que pour le coup, trop de porno, ça peut annihiler un peu l'imaginaire érotique, quand même. Je pense, parce que bon, et puis après, le porno, c'est toujours pareil, quoi. Non, il y a plein de styles, hein. Il y a plein de styles. J'en regarde pas, donc je veux dire... Je crois qu'il faut vraiment arrêter de croire aujourd'hui qu'il y a le porno. Le porno, la pornographie, il y a énormément de différences entre des films des années 70 et certaines plateformes. Il y a vraiment toutes sortes de pornographie aujourd'hui. Oui. Et il y a des choses... Il y a certainement des vieux clichés, Je suis non, mais vous avez raison. À partir du moment où votre imaginaire fonctionne bien, qu'est-ce que vous avez besoin d'un support et puis visiblement, il fonctionne bien votre imaginaire. Ça a l'air en tout cas, Hélène. Vous avez l'air en pleine forme. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est ça. Bon, merci en tout cas de ce Hélène. témoignage. Mais pour vous, donc, ce serait la pornographie qui font que les hommes n'ont plus envie de trop jouer dans leur sexualité. Bon. De jouer, de discuter avec l'autre et parce que facilement ils se retranchent derrière ça. C'était en tout cas ce que nous disait Patrick, ça c'est vrai. Donc on va voir. On le prend en note. On va voir tout au long de l'émission ce qu'on entend. Merci beaucoup Hélène. Merci à Hélène. vous. Et puis, nous avons Jean-Luc qui va répondre à 3 questions intimes. Première, évidemment, Jean-Luc, est-ce que vous regardez beaucoup de porno? Oui, bonjour Brigitte, bonjour votre invité. Bonjour Jean-Luc. Laurent Carilla. Laurent, pardon. Est-ce que je regarde beaucoup de porno? Non, pas spécialement. Non, pas spécialement. Très bien. Non. Eh bien, deuxième question, est-ce que vous vous masturbez beaucoup? Pareil, beaucoup, non. Ça m'arrive quand même. C'est vrai qu'avec ma question, on a l'impression que ce serait une critique, alors que c'est pas du tout une critique, hein, loin de là. Non, c'est pas une. Non, c'est pas une critique. Je le prends pas comme ça. Je réfléchissais à c'est quoi beaucoup, et en fait non. Je me masturbe pas beaucoup. Bon, donc raisonnablement, très bien, comme il faut. Je fais plaisir de temps en temps. Vous avez bien raison, hein. Exactement. C'est bien ordonné. Hein. On commence par soi-même, on est d'accord. Dernière question, est-ce que depuis MeToo, vous avez du mal à draguer ou à séduire les femmes? Alors là, clairement, là, je fais partie de ces gens qui... les gens qui ont créé MeToo, je les mettrais presque bien au mur. Ça a pourri la relation homme-femme d'une force extraordinaire. Alors c'est pas MeToo parce que MeToo était nécessaire, mais c'est la manière dont on en a fait une arme. On est bien d'accord. C'est évident que il fallait faire quelque chose, mais ça a été détourné, galvaudé. Il y a de l'abus et ça devient horrible. Et pour aller essayer de rencontrer une femme, séduire une femme, c'est extrêmement dur. On ne sait jamais ce qu'on peut dire, même en essayant d'être élégant, des fois on se retrouve surpris. Enfin moi en tout cas je me retrouve surpris. Oui, mais c'est ça qui est bizarre, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont d'accord avec vous Jean-Luc et avec moi, mais en même temps on ne sait jamais à quel genre de femme on a affaire, et si on a affaire à une femme qui est très contre les hommes, on peut se faire embarrer très très violemment, c'est vrai. Ah oui, je trouve ça complètement faux furieux comme réaction, parce que si on fait ne serait-ce qu'un tout petit peu attention au sens des mots, elle devrait bien voir qu'il n'y a pas de vulgarité, il n'y a pas d'oppression. En même temps, c'est quelque chose. Jean-Luc, tout ça c'est très subjectif. Moi je propose un truc, on devrait, nous les femmes qui sommes encore libres et acceptons d'être séduites, on devrait porter un petit bracelet rose ou quelque chose pour que vous puissiez... Oui, ça fait un peu comme dans certains clubs où on met des petits bracelets. C'est ça, oui, comme chez Arthur Vernon au Sud Paradise. Ouais.
Ouais, on devrait. Oui, voilà. Ça pourrait être quelque chose de. Mais après, est-ce que ça risquerait pas justement, à partir du moment où une femme porterait un bracelet, d'attirer tous les abrutis, qui seraient pas forcément dans l'élégance, dans la courtoisie. Oui. Donc c'est un risque. Oui, c'est un risque. Donc finalement, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Et ce serait déjà que les femmes se détendent un petit peu et qu'elles reprennent le sens des mots et puis qu'elles s'aperçoivent que quand on dit à une femme qu'elle est jolie ou qu'elle est sexy, c'est peut-être pas qu'on a envie de la sauter tout de suite, mais ça peut être un compliment gratuit. Dire à quelqu'un qu'il est sexy, non? Sexy, c'est déjà un petit peu orienté quand même, Jean-Luc. Joli. Je sais, Brigitte, quand une femme s'habille de façon à être sexy, quand un homme qui la connaît pas lui dit dis donc, vous êtes quand même bien sexy, je sais pas on peut plus le dire ça maintenant. Non, ça on peut plus le dire. On peut clairement plus le dire. Je suis d'accord avec vous, Laurent. Mais en même temps, ça devient très dur d'essayer d'aborder une femme. C'est vraiment. C'est compliqué. Ouais. Oui. Bon, écoutez, on va faire avec. Allez, vous pouvez poser une question à Laurent Carilla. Il vous écoute, Jean-Luc. Alors Laurent, moi, ça m'arrive quand même de regarder du porno. Alors je regarde du porno, j'ai pas une catégorie de prédilection. Je regarde un petit peu, si vous voulez, je me documente. Parce que la nature humaine me fascine. Et je sais pas si vous, en tant que thérapeute, vous regardez aussi toutes ces plateformes. Mais quand on voit toutes les catégories qu'il y a maintenant, que ce soit dans le monde hétéro, dans le monde homo, dans le monde transgenre, moi je suis fasciné de la nature humaine en fait. Voilà. Alors, est-ce que vous, thérapeute, vous voyez ça plus comme il y a quand même tout un tas de catégories pathologiques, ou est-ce que l'espèce humaine est vraiment fabuleuse dans ses capacités? L'espèce humaine est, pardon, j'ai pas entendu. Fabuleuse dans ses capacités à jouir. L'espèce humaine est fabuleuse, et oui, moi, de par mon métier, je regarde, je me tiens au courant de ce qu'il y a sur la pornographie, et je regarde aussi de temps en temps de la pornographie à titre privé. Donc, mais c'est important de savoir ce qui se passe. En tout cas, moi, je reçois des patients et des patientes qui en consomment beaucoup, et c'est important pour moi de voir tous les styles, qu'est-ce qui se passe. Moi, je traite que des problèmes d'addiction sexuelle, donc ça sort toutes les perversions sexuelles. Tout ce qui est pédopornographie, etc. Ça, c'est pas de mon ressort. Donc, c'est vraiment de la pornographie standard, et voir, il y a plein de supports, et ça reste une industrie pour adultes avec des choses très bien faites et des choses moins bien faites quand même. Et puis, il y a quand même maintenant plus d'éthique, je trouve. Enfin, ça commence un peu. Il y a un peu d'éthique autour de tout ça dans le milieu professionnel quand même. Et alors, du coup, il y a, j'imagine, certaines catégories. Vous êtes à même de porter des jugements quand même sur certaines catégories qui sont vraiment très très limite. C'est-à-dire ? Il a l'air très au courant pour quelqu'un qui ne regarde pas beaucoup de porno. C'est-à-dire, mais Jean-Luc. catégorie limite, ça veut dire quoi ? Je regarde toutes les catégories qui existent, toutes les petites vignettes là qui font les têtes de chapitre. Et il y a des trucs, j'y vais pour voir. Juste pour information. Oui. Et après, c'est pas ça qui va m'exciter plus particulièrement, mais comme dirait Laurence, c'est non, mais Jean-Luc, vous avez raison. Il y a énormément de pornographie qui est regardée parce que c'est des trucs qu'on ne fera jamais, mais que par curiosité, on est attiré et on va regarder, bien sûr. Et donc, oui, je disais au niveau du jugement, il y a certains trucs qui sont limite, style avec les gosses, style avec les animaux. C'est interdit. Tout ça, c'est des supports interdits. C'est-à-dire que moi, quand je vois des patients ou des patientes en consultation, une des premières questions, donc je suis au courant de ce qui se passe sur des plateformes comme
Pornhub ou Xvideo, peu importe les noms, ou ces plateformes où il y a absolument tout, mais dans la légalité. Et même il y a eu, mais les questions la première question que je pose, c'est est-ce que vous voyez de la pédopornographie directement? Et si c'est oui, je les réoriente et ils vont se faire suivre ailleurs. Donc non, c'est moi je porte aucun jugement sur de la pornographie légale, on va dire légale, autorisée, c'est-à-dire à partir de 18 ans jusqu'à, vous avez des supports avec maintenant des gilfs, des grands-mères ou des grands-pères, donc voilà. Après, c'est pas à moi de porter un jugement sur ce que les gens regardent, c'est plutôt moi, ce qui m'intéresse dans les gens que je reçois, c'est plutôt qu'est-ce qu'ils font de ça et pourquoi ils sont attirés par ça. Mais la plupart du temps, moi, les patients que je vois ou les patientes voient plein de contenus différents, et c'est ça qui fait la définition de l'addiction sexuelle, en fait. C'est pas monocentré sur une thématique. D'accord. Et alors, du coup, est-ce qu'on peut imaginer que... C'est une interview de Jean-Luc. Alors, attendez, Jean-Luc, on va faire une petite pause et puis on vous redonne la parole puisque visiblement vous avez beaucoup de questions à poser à Laurent Carilla et je suis sûr que ça intéresse évidemment tous ceux qui nous écoutent. Donc, on fait une pause et on vous retrouve, Jean-Luc. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, Laurent Carilla, vous êtes toujours avec nous. Jean-Luc est là et pose beaucoup de questions sur la pornographie, qui sont des questions que certainement beaucoup d'auditeurs se posent. Donc, Jean-Luc, allez-y. Vous faites plaisir à tous ceux qui nous écoutent. C'est vrai. Tant mieux. Si ça peut aider les gens, tant mieux. Oui, dernière petite question. Allez-y, Jean-Luc. Vous qui voyez, qui recevez des gens pour ces problèmes d'addiction à la pornographie, est-ce que on peut associer certaines catégories de pornographie à des blessures d'enfance? Non, c'est pas lié aux catégories en fait, parce que en fait la pornographie c'est comme une substance finalement, comme une drogue. Dans ce cas-là, et c'est pas lié à des catégories, c'est plutôt lié à la consommation en fait. Et quelqu'un qui est addict au sexe, donc malade, lui les supports, en fait, il s'en fout un peu. C'est multi-support parce que ça peut être plein de thématiques différents sur un site, mais ça peut être aussi à côté des webcams, ça peut être à côté du sexe en audio, etc., etc. Ouais. Et maintenant, il y a des trucs qui sont très à la mode. C'est des supports audio-vidéo, c'est-à-dire c'est des images fixes avec une femme, la plupart du temps, ou il doit en avoir avec des hommes aussi, mais une femme qui raconte des histoires très sexuelles où elle augmente l'excitation avec une espèce pour faire monter un peu la pression pour une masturbation. D'accord, je connais pas du tout ce support-là. Ah, je vous ai donné une thématique. Comme Brigitte fait beaucoup d'émissions où ça vient régulièrement dans les blessures d'enfance et tout ça. Mais oui, mais de toute façon, il faut les chercher. Quand il y a une addiction, il faut chercher les racines du problème. Et il y a souvent des traumas, des blessures. Il y a souvent une mauvaise estime de soi, un déficit d'attention, etc., etc. Tout à fait. Ça. Mais ça, c'est valable pour toutes les addictions. D'accord. En fait, Jean-Luc, il faut comprendre que lorsqu'on va tomber dans l'addiction, c'est souvent parce qu'on a un vide intérieur et on le remplit par un produit, que ce soit de l'alcool, de la pornographie, de la drogue, de la cigarette. Si on est bien avec soi-même, donc avec son monde intérieur, on n'a pas besoin de le remplir. La semaine dernière, vous avez reçu un invité dont l'émission m'a particulièrement pas ému, mais ça m'a touché quand même malgré tout. C'était le monsieur qui faisait faire de la musique pendant ses conférences là. Je sais pas. Christophe Médicis, sans doute, oui. Je sais plus. Bon, écoutez, c'est pas... faire de la musique en 10 minutes, vous aviez fait remarquer qu'il faisait faire du piano en 10 minutes, il savait... Ah oui, Marc Vella, pardon. Oui, voilà, Marc Vella, pardon. Absolument, lundi dernier, absolument. Et j'écoutais son témoignage et il y a eu à un moment donné un monsieur qui a appelé pour dire qu'il était homosexuel et qui cherchait souvent des relations avec des hommes beaucoup plus mûrs que lui. Et vous et votre invité, vous aviez réussi à faire sortir le fait qu'il avait eu un problème, un manque par rapport à son propre père, ce
ce qui avait touché Marc aussi particulièrement. Et c'est en ça que ça m'avait, moi aussi... ça vous a touché parce que ça vous a parlé, évidemment. Je comprends. Parler, pas plus que ça, c'est le côté de sa réaction émotionnelle qui m'a touché. Voilà. Bon. Et du coup, je me disais, est-ce que c'est pathologique, par exemple, quand on est homosexuel et qu'on cherche des gens plus vieux Alors déjà, c'est pas pathologique d'être homosexuel. Non. Et c'est pas pathologique de chercher des hommes plus vieux. Non, mais je veux dire, rien n'est pathologique. Ce qui est pathologique, et on est face à un psychiatre, Laurent Carilla, ce qui est pathologique, c'est quand on est complètement coincé dans un besoin toujours le même qui nous c'est un fait besoin souffrir. de consommer pour pas souffrir, en fait. C'est ça qui est pathologique. Mais après, c'est des histoires personnelles après sur des représentations. Il y en a qui aiment des gens plus âgés, d'autres des gens plus jeunes mais majeurs. Et voilà. Ouais. Bon, mais en même temps, tout le monde fait comme il peut. Exactement. Et il n'y a pas de jugement évidemment à avoir. Mais en tout cas, merci Jean-Luc. Merci beaucoup de votre fidélité. On continue avec Vanessa qui nous rejoint. Bonjour Vanessa. Bonjour Brigitte. Bonjour Laurent. Bonjour Vanessa. Alors, moi, je voulais un petit peu intervenir sur le côté de l'addiction. Oui. Je peux pas, on va dire, pour parler de la mienne, si tant est que ça en soit une. Mais bon, j'entendais une de vos les auditeurs qui parlaient essentiellement du besoin du film porno, etc., pour faire monter la pression, on va dire. Et ben moi, je suis devenue un petit peu, on va dire, accro au massage tantrique. Et je peux passer des heures à masser avant de conclure ou de passer aux dernières minutes de finale, on va dire. Et je pense que c'est un substitut, c'est un côté cérébral qui est assez intéressant. Je trouve que ça remplace très largement ce que pourrait apporter on va dire un film porno. Mais est-ce que c'est grave, docteur? Mais tant que ça vous fait plaisir, non? Ah, mais complètement. Complètement. Mais c'est quoi? Ça vous récompense? Ça vous gratifie? Alors oui, c'est excitant, bien évidemment. Ouais. C'est gratifiant parce que on donne. Donc, bien évidemment, c'est... Mais Vanessa, qu'on comprenne bien, vous aimez donc masser assez longuement un homme avant une relation sexuelle, on est bien d'accord? Et vous vous faites payer ou c'est gratuit? Non, c'est mon partenaire. Non, d'accord. Mais il a de la chance alors? Bah oui. Hein? Ah bon? Moi, je ne trouve pas que ça soit une addiction, c'est une addiction positive, je dirais, moi, pour vous. Et il aime ça, lui? Apparemment, il s'en plaint pas. Donc c'est cool. Non, vous n'êtes pas addict. Il s'en plaît pas, mais bon, ça peut durer 3 heures. Ah ouais. Ou voilà, je donne. Je ne prends pas particulièrement, mais enfin, je prends en donnant. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Ouais, c'est un échange. C'est presque comme une masturbation, on va dire, en fait. Ouais. C'est que le fait de voir le plaisir Mais est-ce que vous avez l'impression que ça dure de plus en plus longtemps? Ça peut être une question qui se pose. Je me rends compte qu'effectivement, j'y prends énormément de plaisir. Et vous avez besoin que ça dure. La dernière fois, ça durait 3 heures, ça n'avait jamais duré aussi longtemps. Et vous avez l'impression que ça pourrait devenir... en tout cas, ce qui est intéressant, Laurent Carilla, c'est que Vanessa nous appelle, donc c'est que quelque part, ça doit la perturber. Je vous propose qu'on la retrouve après les infos, parce que là, on va laisser la place aux infos, et voir un peu ce qui pourrait peut-être la gêner, et vous allez pouvoir comme ça faire un diagnostic tout à fait lucide. Et une petite devinette avant les infos, bien sûr. Quelle différence entre un moustique et une femme, Laurent Carilla? Vous pourrez nous donner la réponse évidemment après les infos. Si vous aussi vous avez envie de poser des questions à Laurent Carilla, profitez-en, il est avec nous jusqu'à 16h, 0826 300 300. On se retrouve après les infos. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Nous sommes aujourd'hui avec Laurent Carilla. On pose la question de l'addiction. L'addiction, c'est un mot qu'on met un petit peu à toutes les sauces actuellement. On est addict à tout. L'addiction, c'est une maladie. Et voilà, rappelons que c'est une maladie, c'est quelque chose qui fait souffrir, qui fait souffrir la personne qui est addict, l'entourage, la famille, qui peut même faire perdre beaucoup d'argent, faire perdre son boulot. Enfin, c'est quand même vraiment quelque chose de grave. Elle est quand même aussi en nette augmentation depuis ces dernières années, l'addiction. Et elle n'est pas isolée. Il y a des troubles en dessous, il y a des troubles psychiques, il y a des troubles physiques, même les deux parfois. D'où la nécessité d'en parler. On va retrouver Vanessa dans un instant, mais à mon avis, on n'est pas dans un cas d'addiction, mais on va voir pourquoi elle a eu envie de vous appeler. Mais d'abord la devinette, quelle différence entre un moustique et une femme ? Vous vous souvenez plus la réponse ? Je me rappelle plus la réponse, mais c'est une histoire avec les deux nous sucent. Voilà, c'est ça. Mais la différence, c'est que la femme, si tu lui files une claque, elle arrêtera de sucer, tandis que le moustique, lui, il arrête. Voilà. Il n'y a qu'une femme qui peut donner cette devinette. Surtout là en ce moment. Alors Vanessa, oui, donc on a compris, vous adorez masser, des massages tantriques, votre partenaire adore, donc a priori on a envie de se dire, tout va bien. Alors pourquoi vous avez appelé pour poser la question à Laurent Carilla ? Ça vous inquiète un peu ? Alors non, pas du tout. Ça m'inquiète pas. Non. Maintenant, la question effectivement, est-ce que il y a quand même une limite, parce que l'objectif, ça n'est pas non plus que ça prenne le pas sur une sexualité ordinaire, on va dire. Est-ce que il y a quand même une limite, ou est-ce qu'il faut on peut se laisser aller dans ce, je peux en tout cas surtout moi me laisser aller en gros, est-ce qu'il faut que je fasse attention au temps ou pour ne pas justement que ça en devienne une addiction ou que ça remplace en fait la sexualité Non, une addiction, c'est en gros vous souffrez et vous faites le massage tantrique pour pas souffrir et ça dure des heures et vous n'arrivez pas à vous en sortir, etc. Là, moi, je crois plutôt il faut un échange avec votre partenaire où il y en a de temps en temps. Il y a du tantrisme et de temps en temps il y a du standard, on va dire, ou même de temps en temps il y a un peu des deux. Mais il faut faire attention à que ce soit pas un plaisir uniquement unilatéral, vous voyez. Et vous faites attention peut-être au temps. Après, si c'est une fois de temps en temps, ça dure 2-3 heures. Bon, c'est très très long, mais le risque en fait, Vanessa, c'est que à force, vous ne puissiez avoir une relation corporelle que comme ça. Et là, il faut mélanger les styles. Et là, on serait dans ce qu'on appelle une paraphilie, c'est-à-dire que vous ne pourriez avoir envie de rapports intimes que en faisant des massages tantriques. Et uniquement des massages tantriques. Et on n'est pas dans l'addiction en fait. Et là, on est plus dans une paraphilie que dans une addiction. C'est pas la même chose. Est-ce que c'est clair ? Oui. Très bien. C'est parfait pour moi. Donc voilà. Donc à partir du moment où vous aimez ça tout particulièrement, mais que vous pouvez encore avoir une relation sexuelle comme votre compagnon aurait envie, il n'y a pas de problème. Oui, on est d'accord. Et justement, la question que je me posais, c'était est-ce qu'à un moment donné, c'est un petit peu comme l'excès d'utilisation de sextoy, à un moment donné, l'intensité est telle que pour arriver à la même chose avec un homme, ça peut devenir compliqué quand c'est abusé. Là, ma question, elle était aussi dans ce sens. Est-ce que le fait c'est un petit peu comme si je me faisais moi-même monter mon propre plaisir, en fait. Et est-ce que mais c'est ce que je viens de vous dire, c'est que si vous avez l'impression que vous ne pouvez passer que par ça et que c'est quelque chose qui vous habite complètement et qui vous éloigne finalement de l'autre, qui n'est que l'objet de votre plaisir, en effet, on rentre dans une sexualité un petit peu paraphilique. Ouais, monocentrée quoi. Et c'est ennuyeux parce que la sexualité normalement c'est deux sujets qui échangent et qui échangent de manière harmonieuse. Ouais, alors du coup, je pense pas que ce soit ça parce que la recherche, elle est pas axée sur mon plaisir. Mon plaisir, c'est mon plaisir, c'est plutôt de voir le plaisir qui est créé. C'est plutôt l'inverse. Alors, est-ce que les deux rejoignent ? Je sais pas finalement.
Non, mais mais c'est pas la recherche du lien, principalement. les deux se rejoignent parce que très souvent, quand on est avec quelqu'un qui est dans une relation sexuelle un peu paraphilique, c'est toujours pour faire plaisir à l'autre, souvent, hein, l'argument. Non, mais je crois que Vanessa, si vous savez aussi sortir de ce schéma-là, il n'y a pas de problème. C'est juste si vous êtes complètement de plus en plus coincé dans ça, que peut-être ça peut poser un problème, mais ça c'est vous qui savez. Bah, oui, non, je suis pas coincée dedans, mais je me rends compte que si j'ai envie de ce moment plus sensuel, je peux y mettre de plus en plus de temps, mais je peux être complètement mixer les plaisirs. Ah oui, dans même. Mais si lui, multiplié dans le vrai sens du terme d'ailleurs. Si lui est ravi quand ça dure 3 heures, on s'en fout, tout va bien. Exactement. Voilà, tant qu'il n'y a pas de souffrance, il faut se faire plaisir. D'accord, ok, bon bah voilà. Donc je suis pas encore dans l'addiction, c'est parfait. Voilà Vanessa, vous n'avez pas d'addiction. En tout cas sur cette thématique-là. Merci Vanessa, merci bien. Est-ce que Christelle est avec nous? Christelle. Oui. Bonjour Christelle. Brigitte, bonjour Laurent. Bonjour Christelle. Voilà, donc écoutez, moi je voulais témoigner parce que j'aime beaucoup la pornographie, surtout en ce qui concerne les films des années 80. Oui. Voilà, donc j'étais assez jeune et j'avais un mari qui était pas vraiment très addict à la sexualité, on va dire. Enfin, il avait pas beaucoup de désir, pas beaucoup de libido. Et un jour, je suis tombée sur un film qui s'appelle Le Dévoyeur. Et là, j'ai été complètement addict à ce film. Et je le regardais deux fois, enfin, des séances, hein, parce que bon, je travaillais, donc j'avais besoin de regarder ce film plusieurs fois par jour, presque tous les jours. Et j'arrivais à prendre beaucoup de plaisir en me masturbant. Et voilà, donc j'aimais beaucoup le film, j'aimais beaucoup l'histoire, j'aimais beaucoup les acteurs. Il y avait Gabriel, je me souviens plus de son nom de famille, Pontello. Mais il était Pontello, voilà, Pontello. Il était très très beau et j'adorais parce que quand il faisait une scène, il avait le rouge sur les joues. Il avait ce plaisir, j'avais l'impression que c'était complètement naturel et ça m'excitait complètement. Enfin, j'avais vraiment envie d'être dans ses bras et du coup, j'arrivais à m'exciter en regardant ce film, à me caresser, à avoir beaucoup de plaisir. Et donc après, je suis devenue complètement addict. Addict, ça veut dire que vous êtes malade? Non, mais c'est vrai que c'est un mot que j'aime pas trop en plus. Non. Mais en tout cas, vous étiez accro. Beaucoup. J'étais accro, voilà. Ça c'est plus joli. J'étais accro à l'endorphine, l'ocytocine, voilà, toutes ces hormones. Mais c'est vous qui les dégagez, ça, c'est pas les films. Mais oui, mais grâce au film, parce qu'on parle de la pornographie, donc grâce à ce film en particulier. Ouais. Le Dévoyeur, vous dites. Le Dévoyeur, voilà. Et c'était un film magnifique. J'aimais beaucoup l'actrice principale. C'était qui? Qui s'appelait Elisabeth Buret. Buret, oui. Buret, elle était magnifique dans ce film parce qu'en fait, elle avait un rôle qui était fabuleux, quoi. Parce que au début, elle n'était pas trop pour coucher avec des hommes, et après, elle est devenue voilà, passionnée par la sexualité. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce film et du coup maintenant ça continue. Je continue à regarder quelques séances, mais par contre c'est pas du tout pareil parce que maintenant on a ces vidéos pornographiques gratuitement, très facilement. Et on voit plus les hommes, on voit plus leur visage, on voit plus que les femmes. Voilà, on met les femmes en avant, leur visage, leur corps, et les hommes on les voit pas. Voilà, on voit que leur sexe. Et ça, ça m'excite pas du tout. Moi, j'ai besoin de voir des émotions, j'ai besoin de voir le visage, j'ai besoin de voir des expressions. Et en fait, je suis voilà, je comprends pas qu'on puisse faire. J'ai l'impression que c'est que pour les hommes. En fait, c'est plus pour les femmes ce genre de séance pornographique. Alors, votre témoignage est vraiment intéressant. Ouais, intéressant. On va revenir avec vous et Laurent Carilla, Christelle, parce qu'en effet, là, on entend bien que ça a marqué votre jeunesse sexuelle, si je puis dire, hein, et que quelque part, ça a permis de nourrir votre fantasmatique. La preuve, c'est que vous vous en souvenez encore de ce film. Et puis, on va voir ce qu'il en est de la pornographie aujourd'hui, qui a peut-être perdu, en effet, ce côté
d'histoire qui raconte quelque chose qui peut plaire justement aux spectateurs. On fait une petite pause, on se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes auditrice de Sud Radio depuis longtemps ou pas ? Depuis plusieurs années, depuis que je me suis rendu compte qu'on ne nous disait pas tout à la télévision. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Laurent Carilla est avec Brigitte. nous. Addict ou pas, c'est le titre de votre dernier livre, Docteur, Addict ou pas, aux éditions HarperCollins, où vous évoquez tout, mais alors tout ce qui nous fait plaisir dans la vie, absolument tout le comportement. Votre livre est franchement formidable. Merci Brigitte. Et il y a des tests, et puis on sait si on est addict ou pas. Et il y a plein de conseils. Voilà, donc c'est vraiment un livre, c'est une sorte de bible que je peux recommander si vous avez envie de savoir si vous êtes Brigitte. accro ou addict. Ça s'appelle Docteur, addict ou pas, point d'interrogation. Christelle, merci de votre témoignage, parce que oui, c'est aussi ça la pornographie, c'est permettre, quand on démarre dans sa fantasmatique érotique, dans sa sexualité, de pouvoir avoir un support qui nous permet de nourrir notre imaginaire. Et c'est marrant parce que votre témoignage, on l'aurait attendu plutôt d'un homme, et c'est bien de voir que un beau témoignage. Les femmes aussi peuvent. C'est mon problème, parce que finalement, les hommes après me traitaient d'obsédé sexuel. Donc. Elles étaient jalouses parce que vous aviez une belle libido. Voilà, donc j'avais l'impression d'avoir la libido d'un homme, et en fait, j'avais pas d'homme qui avait cette libido, donc j'étais toujours demandeuse par rapport à mes partenaires, et ça a été très compliqué pour moi et difficile, parce que j'aime tellement faire l'amour. Et voilà, moi je trouve que c'est un moyen de se relaxer, de libérer ses tensions, son stress. Enfin, moi je suis en forme quand j'ai une sexualité épanouie, je suis beaucoup mieux dans ma tête, dans mon corps. Et voilà, donc j'ai besoin de ça, et du coup je passais pour une obsédée. Bon, tout ça, ça va, vous êtes en paix avec tout ça. Il n'y a pas de pathologie. Oui, mais je voulais ajouter aussi que j'aime beaucoup Laurent. Merci. Et voilà, j'aime beaucoup vous écouter. Merci. Et j'aime beaucoup tout ce que vous dites, et votre libération dans tous les sens, en fait. Merci. Merci d'avoir témoigné, Christelle. Merci beaucoup. Merci Christelle. Franck est avec nous maintenant. Bonjour Franck. Bon, on avait Franck, on l'a plus. Je crois qu'il voulait parler d'une autre addiction, mais on n'a pas. Aujourd'hui, quelle est l'addiction la plus répandue en comportement ou en produit? Je sais pas. Comportement, si on reste dans la thématique de l'émission d'aujourd'hui, comportement, c'est la sexualité et les jeux d'argent. Les jeux, oui. Ouais, c'est ce qu'on voit. Bon, on fait signe que Franck est là. Franck is back. Franck, yes. Oui. Bonjour Franck. Bonjour. Bonjour Franck. Vous m'entendez bien? Très bien, allez-y, je vous en prie. Très bien. Bien, oui, Franck is back, oui. Je pensais pas, franchement, Brigitte, reprendre l'antenne aujourd'hui. Mais bon, je crois que je suis appelé un petit peu encore à témoigner. Oui, alors moi, j'ai commencé à me masturber, j'avais 10 ans. Et ça a été assez rapidement un comportement compulsif. Et ça m'a empoisonné aussi la vie pendant bien des années. Donc, je voulais surtout rappeler que c'est... Comment dire, c'est quand même aussi là, je vais à nouveau un peu faire le même discours que la dernière fois. C'est quand même une souffrance, et puis c'est très lié aussi au manque de confirmation dans la masculinité de mon père, au manque de compliments certainement, au manque d'estime de moi-même aussi, de confiance en moi qui n'a pas été développée par un père qui était présent mais qui a effectivement été très absent. Voilà, qui n'a pas mais vraiment... quand vous dites, donc vous commencez à vous masturber à 10 ans, vous trouvez que c'est agréable, je suppose que ça vous calme, que ça vous fait du bien, et voilà, puis à partir de quand ça vous a fait souffrir de vous masturber? Quand j'ai constaté que c'était une réponse qui n'était pas du tout, j'étais plus chef de moi-même, et que la pulsion sexuelle allait le dessus sur moi, quoi. C'était avec du porno? Pas spécialement, non, pas avec du porno, non, comme ça.
sans stimulation vraiment pornographique. Et c'était quoi, en réponse à du stress, en réponse à de la tristesse? Voilà, à du stress. Et je voulais aussi éclairer aussi toute votre émission sur le fait qu'il faut vraiment toujours, je reviens aussi à ça, comprendre le pourquoi. Voilà, pourquoi est-ce qu'on fait ça et dans quel état surtout et émotif on est quand on cède à la masturbation. Voilà, c'est très important d'avoir ce moment où avant de se masturber, on se dit voilà, pourquoi je fais ça. Quand c'est vraiment une réponse compulsive, je parle. Voilà. Oui, mais il faut se faire aider. Qu'est-ce que Je suis d'accord avec vous. Je me suis fait aider, Laurent. Vous savez, comme je disais l'autre jour, j'ai une quarantaine d'années de cheminement personnel. Super. Et puis comme je donnais un livre la semaine dernière, Brigitte, je vais aussi pouvoir conseiller un film cette fois-ci qui m'a aussi beaucoup apporté, que j'ai trouvé que était très fort. Je pense que Laurent, vous l'avez peut-être vu. Qui s'appelle Shame de Steve McQueen. Oui, bien sûr. Shame, c'est extraordinaire comme film. C'est vraiment un film qui m'a beaucoup touché aussi, où je me suis un petit peu retrouvé dans ce personnage joué par cet acteur extraordinaire. Et voilà, donc c'est quand on n'est plus chef de soi-même, voilà, c'est là où ça pose vraiment un souci. Et puis par rapport à l'intervention de l'intervenant qui a rappelé mon témoignage la semaine dernière, je voulais préciser que je me considère pas, ça va peut-être vous paraître un petit peu étrange, je me considère pas comme une personne homosexuelle. Je me considère comme une personne attirée par le même sexe. C'est peut-être très subtil comme différence, mais pour moi c'est important parce que, vous voyez, quand on dit quelqu'un qui est homosexuel, on ramène un peu à sa pratique pas personne. Or, on ne naît pas de homosexuel, on le devient. Donc on est d'abord homme ou femme, et puis après on peut avoir ce que je considère moi comme une déviance sexuelle, c'est-à-dire la pratique homosexuelle. Voilà, donc je vais aussi un peu... alors ça, je vois pas pourquoi ce serait une déviance, non, c'est pas une déviance. D'être attiré par le même sexe que soi. Je veux dire, on a toujours... Ça fait partie de l'éventail, la sexualité humaine. Et chacun a ses directions. Ouais, mais je pense pas. Non, on peut pas parler de déviance. Ça, c'était dans les années 70, dans des classifications qui ont plus lieu d'être. Je pense vraiment on peut plus dire ça, honnêtement. Et même toutes les questions de transsexualité, transgenre, tout ça, c'est pas des déviances. C'est de la sexualité. L'être humain est un être différent. Comme un grand parapluie avec, quand on l'ouvre, il y a plein de branches, quoi. Et on est différent des animaux. En tout cas, moi, et il faut pas nous. J'apporte ce témoignage-là parce que pour moi c'est. Non mais vous avez le droit en revanche de penser. Bien sûr, non mais la semaine dernière on parlait d'une fausse route. Moi j'ai apporté mon témoignage dans ce domaine-là, voilà. Et je trouvais que c'était juste de parler en ces termes en ce qui concerne mon histoire. Après je ne veux pas. Bien sûr, non mais vous avez le droit de toutes les autres personnes. Vous avez le droit de considérer que vous êtes trompé de route, vous. Mais on peut pas parler de déviance, vous voyez, c'est toute la différence. Soi-même, on a le droit de ne pas avoir apprécié ce qu'on a fait, mais ça veut pas dire pour ça qu'il faut penser que c'est pas bien. Pour les autres. Je dirais pas bien ou mal, je dirais pour moi c'était, vous voyez, que ce soit la pratique de la masturbation ou même la pratique de l'homosexualité, c'était c'était une recherche de qui j'étais par rapport à un manque dès l'enfance, et ça se rejoint. Sauf que Franck, on est tous dans ce schéma-là. On est tous, quand on sort de l'adolescence, dans une recherche de ce qui va nous faire du bien, de nous permettre de nous construire. Et la sexualité, on va parfois aller dans des sexualités qui sont pas celles qu'on va garder, mais qui vont à un moment donné nous permettre de nous découvrir et développer. Et c'est pour ça que je ne cesserai de dire que la sexualité, c'est parfois aussi efficace, voire plus qu'une thérapie. Et je crois que Laurent Carilla sera pas contre ce que je viens de dire. Voilà. Mais merci Franck, cas d'avoir témoigné. C'est Jean-Luc tout à l'heure qui parlait évidemment de votre témoignage avec Marc Vella la semaine dernière. On fait une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil. On va parler du plaisir quotidien. J'adore. Justement, Laurent Carilla. J'adore le Love Conseil. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaye, 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, le plaisir quotidien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Laurent Carilla, mais il y a des gens qui ont du mal avec le plaisir au quotidien, qui considèrent qu'il faut toujours être dans le devoir et jamais dans le plaisir. Ouais. Et je voulais revenir sur cette capacité justement à savourer des petits plaisirs, parce que plus on est capable d'accéder à ces petits plaisirs du quotidien, plus on va être capable de se laisser aller à la jouissance. À l'inverse, pour pouvoir accéder plus facilement au plaisir sexuel, c'est mieux de s'autoriser des plaisirs simples, de savoir profiter de ces moments agréables, parce que notre cerveau, sinon, reste dans une sorte d'inhibition. Vous êtes d'accord avec ça, en tant que psychiatre? Alors, moi, je trouve que des plaisirs simples, il y en a tout partout. Un rayon de soleil qui va nous chauffer le corps, une senteur agréable qui va nous rappeler quelque chose qu'on aime bien. Une chanson de Kiss. Oui, bien sûr, une chanson qu'on aime. Alors souvent, je trouve qu'on pense pas assez à notre peau. La peau, c'est un organe très réceptif aux sensations. Alors, certes, pas toujours agréable, mais quand même, une douche chaude, un tissu agréable, une crème parfumée, une caresse donnée ou reçue. Enfin, tout ça, c'est quand même des choses qu'on peut faire sans arrêt. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Bon, alors la musique, oui. Réécouter des chansons qu'on aime bien, ou de la musique classique, enfin bref, qu'importe. Et puis quand vous mangez, prenez le temps de savourer réellement ce que vous êtes en train de manger. Ne vous nourrissez pas pour vous nourrir, voilà. Et puis bref, devenez un peu plus hédoniste. Et puis pensez aussi entre vous à vous regarder un peu mieux, je trouve que dans les couples au long cours, on ne sait plus se regarder, on ne sait plus s'apprécier. Voilà. C'est les plaisirs simples. Voilà, et les plaisirs simples, si on les prend au quotidien, on sera plus à même à être heureux, tout simplement. Ouais, c'est bien, mais vous avez tout à fait raison, Brigitte. De toute façon, c'est notre moteur, les plaisirs. Pardon. C'est un moteur qui ne coûte pas cher et qui rapporte gros. Exactement. Joël, bonjour. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Joël. Laurent Carilla qui était avec nous. Vous voulez revenir vous voulez revenir sur les dangers de la pornographie, je crois. Oui, disons que les dangers, ou pas les dangers, mais voilà, j'étais en train d'en discuter avec une amie sexothérapeute avant vous. Je vois ce que peuvent, parfois sur les enfants, sur les pré-ados, les dégâts que peut faire la vision de la pornographie. J'ai pour exemple un enfant qui a vu avec ses cousins, avec ses copains, beaucoup de pornographie, qui se met dans un personnage où il dit « ouais, moi je baise », voilà, et qui en vient à amener des attouchements, à effectuer des attouchements sur les tout-petits. Alors Joël, qu'on soit clair, Laurent et moi, on est absolument d'accord. La pornographie ne devrait pas être vue par des gens de moins de 15 ans, puisque c'est 15 ans la majorité sexuelle. C'est le rôle des parents d'évoquer avec leurs enfants, et notamment maintenant via les smartphones, via les tablettes, etc., de surveiller les contenus, de parler de sexualité avec leurs enfants, parce qu'on est trop dans un monde de n'importe quoi, et s'il y a ce type d'incident comme vous l'évoquez, ça il faut qu'il y ait un conseil de famille, il faut vite tout rebriefer tout le monde, et puis voir des spécialistes de la question, parce qu'on peut pas avoir des jeunes qui voilà. Ça c'est une autre question. Il y a un travail qui s'engage, mais je vois, pour avoir discuté avec une de mes petites filles qui a 14 ans, qui elle me dit elle a juste son smartphone maintenant, et qui dit à sa maman qu'elle a vu quelques éléments de pornographie, mais qui est pas trop attirée par ça, même si elle a une petite relation avec un petit copain, mais qui partage à son grand-père les échanges qu'ils ont avec leurs copains sur le genre, sur ces choses-là. Et c'est aussi intéressant, ça se partage avec les parents sur la notion du consentement, sur la notion de la qualité de la relation. Donc, je dirais que
et en plus, la pornographie, on peut tout mettre dans le même sac, mais je crois qu'il y a une quête aujourd'hui sur des pornographies plus respectueuses de la femme et de sa place, que j'appellerais plus de l'érotisme, mais on est entre les deux. Et je dirais que la pornographie, comme vous le disiez, avant 15 ans me paraît un danger, surtout celle qu'on a, je dirais, de bas étage. Oui, et après, dans la construction de l'adulte, effectivement, je dirais, même pour moi, il m'arrive de regarder de temps à autre, et sans en avoir une addiction, je peux parfois y trouver un certain plaisir. Vous parliez des émotions tout à l'heure, à nourrir quelques moments d'émotion. Pourtant, j'ai des relations sexuelles assez régulières et diverses. Mais parfois, ça peut, chez moi, apporter un petit boost dans les fantasmes ou dans le. Mais ça, c'est pas pathologique. C'est pas pathologique. Non, je crois pas. Non, je vous le confirme, moi. C'est pas pathologique. Non, mais vous savez, Joël, je crois qu'il faut pas tout mélanger. Il est évident que voir des images pornographiques quand on est un enfant, c'est traumatisant, et je crois qu'on l'a tous. Laurent et moi, on ne. C'est le pire truc. C'est comme des scènes de sadomasochisme pour le cerveau. Donc il faut vraiment en parler et prévenir. Après, il faut pas croire que c'est parce que des ados de 16, 18 ans regardent de la pornographie qui vont avoir par la suite une sexualité débridée ou je ne sais quoi. Il n'y a pas de règle, et je pense qu'il faut pas non plus c'est pas le diable non plus, la pornographie. Donc je crois que c'est ce qui manque aujourd'hui, c'est une éducation à la sexualité plus jeune, pour justement protéger les enfants qui tomberaient sur des images pornographiques, pour qu'ils sachent, quand ils tombent sur une image comme ça, que c'est... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà. Ils puissent tout de suite... C'est une forme de préparation à ce qui existe aujourd'hui dans notre société. Dans l'information et dans la... Vous savez, on pourra pas interdire la pornographie sur les réseaux sociaux. Donc il faut en amont protéger les enfants de manière à ce que quand l'un d'entre eux, par mégarde ou malencontreusement, tombe dessus, il sache tout de suite que c'est pas pour lui, et qu'il puisse en parler éventuellement complètement. C'est tout. C'est important de libérer la parole, effectivement, je crois, et les parents qui sont pas toujours l'entourage, s'il est en accueil de cette parole-là, c'est important. Parce que ça pose vraiment, surtout quand on voit la pornographie aujourd'hui, ça renvoie tout de suite au consentement. Très très rapidement, au consentement de la femme. C'est-à-dire parce que vous pensez... C'est-à-dire qu'on voit dans la pornographie, on voit dans beaucoup. Non, mais je crois comprendre ce que vous dites, Joël, mais je suis pas d'accord avec vous. C'est comme si on disait que dans les films violents, ça provoque la violence dans la société. Non, c'est pas parce qu'on a regardé des films pornographiques qu'on va harceler une femme et lui sauter dessus et ne pas attendre son consentement. C'est parce qu'on aura été mal éduqué, qu'on n'aura pas eu une culture et une éducation digne de ce nom, qu'on ne respectera pas la femme et qu'on lui tapera dessus, ou qu'on considérera qu'on peut la sauter sans lui demander son avis. Je suis d'accord là-dessus. Ce que je dirais, c'est ce qui est insidieux, c'est ce que la femme doit faire à l'homme dans ce que donne cette pornographie, sa position qu'on lui donne fait que ça peut, pour des personnes plus ou moins jeunes. Non mais Joël, il est évident que si on a une fragilité et une mauvaise éducation, on va avoir envie de copier ce qu'on voit dans la pornographie, et on va considérer que c'est tout à fait de notre droit. Mais c'est parce qu'en amont, il n'y a pas eu une sorte d'éducation au respect de la femme. Voilà, c'est pour ça que je fais souvent le parallèle avec les films violents. Normalement, on sait très bien quand on regarde un film porno qu'on voit des choses qu'on ne ferait pas dans la vraie vie, et c'est pour ça que ça nous excite d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Vous comprenez? Mais je comprends tout à fait, pour avoir été moi-même éduqué dans cette démarche-là, avoir éduqué mes enfants et filles comme garçons dans cette même démarche. Et quand je les vois fonctionner avec leurs enfants, mes petits-enfants, je vois effectivement que c'est ce respect de l'autre, ce respect de quel que soit son sexe, de la personne, de son consentement, de l'ensemble. Je vois que c'est très présent chez eux. Mais quand j'en parle avec eux, d'autres, comme vous dites, d'autres qui sont plus fragiles dans leur éducation, dans ce qui leur a été transmis, peuvent être plus sensibles à une forme de généralité de ce qu'il faut faire sans se poser la question du consentement. Bien sûr, mais encore une fois, c'est pas la pornographie qui aura provoqué ça. Elle va évidemment donner, comment dirais-je, une sorte d'autorisation supplémentaire, mais en amont, il y a de toute façon un manque de respect pour la femme. Oui, complètement. Et là, on parle que de l'hétérosexualité, mais il y a aussi tout ce qui est pornographie, homosexualité aussi. De la même manière. Même manière. Mais la pornographie, de toute façon, forcément, va montrer des choses qui sont plus extrêmes que ce qu'on fait dans la vie, pas la vraie vie. Dans la sexualité. Sinon, si c'était la vraie vie. Regarder une scène d'un couple normal qui fait l'amour, ça n'excitera pas beaucoup de monde. Hein. C'est ça. Oui, ça va pas les toucher des domaines qui sont plus parfois de l'ordre du fantasme, de l'imaginaire, plus que de... Mais Joël, je peux vous rassurer, parce qu'il y a quand même de plus en plus de porno éthique. On essaye, il y a beaucoup de productions... Surtout les jeunes actrices. Qui essayent de voir si les actrices sont réellement consentantes. Enfin, on avance quand même dans le bon sens. Je crois qu'on a été... j'ai un peu l'impression qu'on a été au bout du bout et qu'on revient à quelque chose de plus, un peu mieux, parce que c'est vrai. Ça s'impose aujourd'hui. Vous savez, c'est toujours comme pour tout, un mouvement de va-et-vient. Hein. C'est le moment de la vie aussi. Eh oui. En tout cas, merci Joël de votre témoignage. On continue dans un instant et toujours avec Laurent Carilla. Vous pouvez nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, on va conclure, Laurent Carilla. Vous êtes psychiatre, spécialiste dans l'addiction et auteur de Docteur Addict ou pas, point d'interrogation. C'est aux éditions HarperCollins. Je l'ai dit tout à l'heure, un livre dans lequel vous expliquez quels sont nos plaisirs et à partir de quand on frôle l'addiction avec des tests pour tout. Voilà. Et c'est important parce que c'est vrai qu'on a parfois tendance à aimer quelque chose, prendre par exemple un peu d'alcool et puis un petit peu plus et puis il vaut mieux prendre conscience avant. Dans le livre, c'est ça. Dans le livre, il y a où j'en suis par rapport à ma consommation. Est-ce que c'est excessif? Comment je fais si c'est excessif? Et si c'est addictif, comment je fais? Mais le bouquin, c'est vraiment comme ce que vous disiez, c'est vraiment tous nos comportements de tous les jours, quoi. Manger, boire, faire l'amour, draguer, du sexe, faire du sport, acheter, etc., etc. Le travail aussi. Il y a le travail dedans. Tout peut devenir... Tous nos comportements de la vie quotidienne. Voilà. Et nous allons conclure sur la pornographie, justement, avec Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Merci d'être avec nous, Olivier. Donc, vous n'avez pas d'addiction, a priori. Si, un petit peu, comme tout le monde, mais pas au film. Je suis pas accroché au film. C'est le truc qui m'a jamais fait... qui m'a jamais emballé, en fait. Je sais pas pourquoi. Même adolescent, j'ai des potes qui étaient très branchés dessus. Moi, non, c'est pas le genre de choses qui m'a emballé. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Après, l'addiction, je pense que j'en ai quelques-unes. Alors, si vous avez une addiction, c'est que vous êtes malade. Oui. Alors, ça, malade, j'y ai droit à ça. Non, mais vous seriez addict à quoi? Déjà, je vous ai eu plusieurs fois au téléphone. Vous savez que je suis libertin. Donc, ça, c'est pas une maladie.
Oui, je sais, c'est pas une maladie, mais bon, voilà. Et puis, donc, c'est forcément, ça pose question dans la majorité des gens qui vous écoutent, parce que c'est des choses qui, même si ça s'est démocratisé, c'est des choses qui sont un petit peu en marge. Et oui, pour mais certaines personnes, Olivier, c'est compliqué. on sait, enfin, quand on travaille un peu sur la sexualité, comme Laurent et moi, on sait très bien que dès qu'on a quelqu'un qui fait des choses que nous on n'ose pas faire ou qu'on trouve que on va le critiquer, mais c'est pas pour autant, c'est pas parce que c'est pas pour autant que vous êtes critiquable. Oui, je comprends. Le mais libertinage, bon, le libertinage, c'est entre personnes consentantes. Et c'est pas une maladie. Et il n'y a pas Allez-y. Disons que la seule chose que je peux dire, c'est que moi je trouve que aujourd'hui notre jeunesse a tendance à reproduire dans leur vie sexuelle ce qu'ils voient dans les pornos et dans les je dirais dans les divers sites de rencontres et d'échanges partout au quotidien. Et malheureusement, là où notre génération arrivait à faire le tri, eux, ils ont un modèle. J'ai l'impression qu'ils le reproduisent. Alors que c'est pas du tout le cas, quoi. Alors pardon, Brigitte. Allez-y, Laurent. Juste nous, les vieux, on faisait le tri, mais nous on n'avait pas un accès direct à tout en 2 secondes qui gratifie immédiatement. Donc il y a ça aussi. Et après il y a, comme le dit Brigitte, il y a aussi notre part d'éducation parentale, notre part d'éducation de la vie, notre part d'éducation sexuelle. Moi, je pense, Olivier, d'abord qu'il ne faut pas mettre tous les jeunes dans le même panier. Il y a des jeunes qui vont très bien et qui sont en recherche d'amour et d'engagement, etc. Après, je pense qu'il y a un petit problème dans la jeunesse, et je pense notamment à ceux qui avaient entre 15 et... Allez, je vais même dire entre 14 et 18 ans pendant le confinement. Il y a eu un vrai problème pour toute cette jeunesse-là. Et il y a beaucoup d'anxiété chez les jeunes. Parce que et de dépression. Et ça, c'est vrai que ça peut entraîner des addictions, ça peut entraîner des comportements qui sont difficiles, oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on peut faire si ce n'est les écouter, les aider et les repérer aussi. On a une insuffisance de repérage. C'est un peu dur d'ailleurs. Mais il y a une insuffisance de repérage et de prévention. Il faut en faire beaucoup à mon sens. Et comment on les repère, justement, Laurent Carilla ? Il y a des techniques déjà par informer et sensibiliser les gens, et donc informer à la fois les parents, les grands-parents, mais aussi les collégiens, les lycéens. Et ça manque en France, ce type de campagne de prévention ciblée sur on va à la rencontre de collégiens, lycéens pour parler de ces questions-là, question de comportement d'allure addictive, parce que quand on est ado, on n'est pas addict, on a des comportements de consommation, on a des comportements de transgression, etc. Et ceux qui sont addicts, c'est vraiment une faible minorité, mais il faut aller et repérer. Il y a des outils pour repérer. Il y a des questionnaires. Les questionnaires qu'il y a dans mon livre, c'est des questionnaires de repérage finalement. Oui. Vous voyez ? Et il y a une autre chose aussi dont on n'a pas parlé, c'est l'accès aux drogues. Il est très facile aujourd'hui. Bah ouais, donc c'est plus facile de tomber dedans qu'il y a 20 ans. Ils consomment surtout, les ados, les jeunes adultes ont un nouveau paysage des drogues. Donc c'est vrai que par exemple il y avait là il y a pas très longtemps il y a toujours le protoxyde d'azote, le gaz hilarant, il y a des drogues. Le chemsex c'est plus pour les adultes, mais c'est vrai qu'il y en a des jeunes qui se disent moi je vais consommer pour être performant. Il y a les cannabinoïdes de synthèse dans les cigarettes électroniques. Enfin il y a plein de choses quoi. Donc et ils sont assez forts pour ça les jeunes. Bah oui. À notre époque c'était la colle. Ouais, c'est ça. À notre époque, il y avait de la colle. À notre époque, il y avait de la mauvaise bière. À notre époque, il y avait un peu de cannabis. Là, maintenant, c'est plus ça. Maintenant, il y a des médicaments opioïdes dans de la limonade et on met du sirop de grenadine dedans et on boit ça toute la journée. Il y a, je vous dis, les produits. On détourne l'usage de la cigarette électronique, qui est un outil important, et on met des drogues dedans. Enfin, et puis il y a toutes les drogues. Enfin, je veux pas faire de la promotion, mais il y a j'ai fait un travail là récemment avec différents partenaires
partenaire institutionnel sur les nouveaux produits de synthèse. Il y a plein de nouvelles drogues de synthèse qui sont accessibles par Internet. Donc, il faut être très très prudent et en parler, quoi. Mais de toute façon, Olivier, je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une désespérance actuelle et il serait temps de redonner un peu de sens à la vie, quoi. Et aller vers le plaisir, être addict au plaisir. Et prendre le plaisir simple, quoi. C'est l'essentiel. L'addict au plaisir, c'est l'essentiel. Moi, je suis toujours étonnée quand il y a une fête, qu'on soit obligé de boire autant pour faire la fête. Enfin, ça me... Je suis d'accord avec vous. Pour en profiter, ouais, c'est ce qui m'épate. Beaucoup plus maintenant qu'avant. Moi, je sais qu'avant aussi, il y en avait qui se prenaient des bitures, hein, mais entre guillemets. Mais je trouve que maintenant, les jeunes, ils savent pas. Il faut absolument qu'ils consomment une substance pour pouvoir faire la fête. Je le vois, je l'ai vécu au travers de mon fils, même si en dehors de ça, il boit pas, il fume pas, voilà quoi. Mais pour pouvoir s'amuser, il faut qu'il se murge un peu, quoi. Il y a pas de système. Il faut qu'il soit, qu'ils utilisent une ou plusieurs substances différentes. Et c'est pour ça, ouais. Et voilà. Et c'est pour ça que toutes ces intoxications aiguës à n'importe quelle substance, il faut faire beaucoup de prévention et c'est pas assez fait. Voilà. Et vraiment. Et quant à l'addiction au sexe, alors moi j'aime bien faire un parallèle. Moi j'estime que le sexe c'est comme un plat que vous préparez en cuisine. Si vous préparez votre plat et vous mettez pas assez d'épices, il va être fade. Si vous en mettez trop, il sera immangeable. C'est justement pouvoir assaisonner votre plat. L'art de l'assaisonnement, c'est tout un art, oui. On est d'accord. Voilà. On peut faire la comparaison avec la sexualité. Voilà. Oui, et moi, j'adore dire ça parce que pour moi, c'est exactement le parallèle. Oui, mais j'adhère à votre comparaison. C'est beau. Oui. Belle métaphore. Trop de piment, ça devient insupportable et c'est pareil. Faut prendre l'oméprazole, quoi. Mais en même temps, là où on pourrait faire la comparaison, si on a l'habitude de manger très salé, on aura besoin de manger très salé. Et c'est pareil dans le sexe. Si on a besoin de trucs de plus en plus forts, on risque de devenir accro. Ouais. Alors je vous rappelle, il faut diminuer vos quantités de sel dans vos repas, c'est meilleur pour la santé. Moi, je mange sans sel. Alors, c'est bien aussi. Je sais pas. En fait, je crois. On a fait plein de messages de prévention dans cette émission. Oui, mais c'est important. C'est important parce que on peut vraiment s'autoriser des plaisirs. Tout à fait. Vraiment. La vie est faite de plein de plaisirs. Profitez. Pas la peine d'aller tout le temps chercher des trucs extrêmes. Pour se prouver je ne sais quoi. Mais merci en tout cas, Olivier. Merci Olivier d'avoir conclu avec nous. Je crois que c'est une vraie question de société. Vous avez tiré la sonnette d'alarme il y a déjà 15 ans, 20 ans. Ouais, il y a une quinzaine d'années, ouais. Oui, et on voit que ça s'accélère. Donc on me le disait à un congrès là récemment. On m'a dit en 2000 c'est ça, 2010-2012, j'avais commencé à parler de du cyberporno et des risques chez les jeunes, etc. Et c'est vrai que il faut être prudent, il faut parler avec vos enfants, vos ados. Et puis si vous avez les 5C pendant 12 mois, il faut se poser des questions et essayer d'aller chercher les racines du problème, quoi. Voilà, peut-être que ça devrait un petit peu être abordé dans les prochaines élections. Pourquoi pas ? La prévention des addictions, en tout cas, c'est un vrai phénomène de société parce que, comme vous l'avez dit, c'est des gens malades qui vont pas bien, qui coûtent cher à la sécurité sociale qui vont pas bien et qui forcément nuisent leur santé, enfin détruisent leur santé. Et n'utilisez plus le mot "je suis addict" ou "j'ai des petites addictions". Donc dites "je suis accro". Je suis accro. Merci. Moi, je suis accro à Brigitte. Merci Laurent Carilla. Addict ou pas, c'est aux éditions HarperCollins, mais vous avez mis le mot addict dans votre livre. Non, c'est la question des patients. Docteur, est-ce que je suis addict ou pas ? Ils me posent toujours cette question. C'est vrai. Demain, on sera avec Christian Jamin et on parlera de la sexualité et de la ménopause, sujet évidemment passionnant. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.